Mais écoutez, je vais commencer. Bonjour à tous. Alors pour moi, c'est une première, un webinar, puisque je parle à mon écran. Habituellement, je suis plutôt habitué à parler devant des groupes. Alors, avant toute chose, ce que je tiens à vous dire, c'est que je fais cette présentation dans le cadre de la Compagnie des médiateurs de justice, dont je suis le président. Et l'objet de cette présentation, de ce webinaire, c'est de parler de la médiation en temps de crise et sa place dans cette période de crise. Donc, vous êtes nombreux à vous être inscrits puisque nous avions un compteur qui était bloqué à 100 et je crois qu'on a atteint les 90. Alors, je ne sais pas si tout le monde va se connecter, mais c'est un nombre de personnes assez intéressant. Donc, je remercie beaucoup toutes les personnes, les médiateurs, bien sûr. Et puis, on a quelques professions qui sont assez bien représentées, comme les géomètres experts, les avocats et des experts aussi, experts auto. On a des gens de l'entreprise. Et puis, il y a quand même quelques médiateurs qui se sont inscrits. Ce que je voudrais vous dire, c'est déjà que pourquoi je suis là, parce que certains ne me connaissent pas. En fait, je suis dans le monde de la médiation depuis 32 ans et j'ai commencé mon activité comme conciliateur règlement amiable en matière agricole pour un tribunal de grande instance à l'époque où je m'occupais des agriculteurs en difficulté. J'ai fait ça pendant une douzaine d'années, tout en développant d'autres secteurs de la médiation. En particulier, j'ai travaillé pour les grandes entreprises et les collectivités locales. Donc, je me permettrai tout à l'heure de faire part un peu de mon expérience au travers de plusieurs crises qui ont été celles de 90, 2000, 2008 et puis celles que nous vivons actuellement. Et donc, j'ai une bonne expérience, je pense, à chaque fois comment la médiation a évolué et réagi dans ces périodes difficiles. Alors, naturellement, la dernière que nous sommes en train de vivre, et la crise qui est en cours et qui va venir est sans doute inédite, et j'en parlerai tout à l'heure. Ce que je souhaiterais aborder, il y a trois grands points, c'est-à-dire le contexte historique de la médiation et les liens avec la crise, le côté justice, que se passe-t-il par rapport à la crise, et puis le développement de la médiation et ses enjeux. C'est l'idée que je voudrais faire passer, et puis surtout faire passer un message d'espoir, parce que la médiation a vraiment sa place dans cette période, elle est vraiment très, très, très importante. N'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure, puisque j'essaierai au fur et à mesure d'y répondre. On ne va pas attendre la fin. Si vous avez des préoccupations d'ores et déjà, ou des remarques, ou des expériences peut-être à partager, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais tâcher de suivre au fur et à mesure sur le tableau à l'écran de mon ordinateur. Donc la première partie, c'est sur un peu mon histoire pour vous expliquer ce que j'ai observé durant toutes ces périodes, puisque moi j'ai commencé le métier de conciliateur règlement amiable en janvier 1989 et c'est un peu inédit puisqu'on devait s'occuper d'agriculteurs en difficulté qui jusqu'à maintenant ne bénéficiaient pas de procédures collectives, hein, comme il existait pour les entreprises à l'époque, c'était la loi de 85, avec les difficultés d'entreprise. Donc ça n'existait pas. Et il avait été négocié, entre guillemets, avec la profession, les représentants des agriculteurs, une procédure un peu particulière, ce qui était la conciliation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un créancier souhaitait engager des poursuites auprès d'un agriculteur, il fallait avoir, il était obligatoire de rentrer dans une phase de conciliation pour tenter d'arranger l'affaire à l'amiable. Donc, l'idée, c'est que moi, j'ai commencé, je débutais le métier, puisque là-bas, j'ai une formation d'expert agricole et foncier. J'ai fait, pour certains, si vous connaissez l'IDREA, l'Institut des hautes études de droit et d'économie agricole, et j'ai poursuivi après avec un DEA de droit et d'économie agricole, de droit communautaire. Et puis après, j'ai fait mon stage pour être expert agricole et foncier, expert de justice. Alors, expert de justice, cour d'appel, je suis depuis les années 90. Alors, souvent, les gens sont étonnés parce que j'ai commencé le métier de conciliateur très jeune, puisque j'avais à l'époque 27 ans. C'était mes premières missions, hormis celles que je faisais déjà un petit peu en expertise. Et on m'avait toujours dit que c'était des dossiers très difficiles, il fallait beaucoup d'expérience. Alors,
J'ai commencé dans des situations très difficiles et très délicates, puisque j'avais des gens qui étaient en état, ce qu'on appelle à l'époque, ce qu'on appelle encore toujours, des états de déconfiture, où il y avait des poursuites de partout, des loyers impayés, des fermages impayés, des coopératives non payées, des banques non réglées. Et les gens ne savaient plus du tout comment s'en sortir. Pour certains, ça durait depuis une quinzaine d'années, et pour beaucoup, l'état psychologique était très, 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 très altéré. C'était très difficile pour eux de trouver des solutions parce qu'ils étaient complètement submergés par la difficulté. Donc j'ai commencé le métier en mettant de côté toute ma connaissance technique juridique et comptable, en abordant ce métier par l'aspect humain et l'aspect psychologique. Alors je dois dire que j'ai commencé ma carrière en étant servi, puisque j'avais des gens qui étaient en extrême difficulté. Certains d'ailleurs avaient des difficultés puisqu'ils n'avaient plus de remboursement de santé, ils avaient des difficultés à acheter, à faire leurs courses, etc. Et même d'ailleurs pour des exploitations réellement importantes. Donc comment faire? Eh bien, c'est là que je me suis aperçu qu'il fallait prendre le dossier de façon un peu transversale et de mettre sur la table tous les partenaires pour trouver une solution de sortie. Alors, je dois avouer que ça a relativement bien marché, même très bien marché, puisque des dossiers qui étaient considérés comme un peu désespérés, on a réussi à trouver des solutions qui étaient soit de continuer l'exploitation, soit de trouver des solutions de sortie, de retraite un peu anticipée, et ça a plutôt bien fonctionné. Comme vous le savez, parce que pour certains, vous êtes dans le monde de la médiation, à l'époque, il n'existait pas grand-chose autour de la conciliation et de la médiation. Et la première loi vraiment qui est apparue, c'était celle de 95, dont je vous reparlerai tout à l'heure, dans le cadre de cette mise en œuvre. Et je dois avouer que toute l'expérience qui a été faite sur toute la France auprès des 15 ou 20 000 agriculteurs en difficulté, je pense, a contribué à ce que la médiation soit développée, au moins au sein des juridictions. Alors, ce que je tiens à vous dire, c'est que moi, j'ai vécu la phase de conciliation règlement amiable nommée par les tribunaux. Et donc, j'ai vécu donc, durant ces plus de 10 ans de très bonnes relations avec la juridiction, puisque je recevais le dossier à l'époque de la part du président, puis du vice-président, qui me confiait ces dossiers. Ce qui était très, très, très constructif. Ce qui nous a permis aussi, parce que j'avais la chance d'avoir un président de tribunal qui avait contribué à l'élaboration de la loi sur le règlement amiable. Et on a pu faire évoluer au niveau législatif quelques éléments, entre autres au moment de la suspension des poursuites. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est de mon expérience, c'est que très vite, on m'a demandé d'intervenir dès 90 dans d'autres secteurs que l'agriculture, où il y avait des difficultés. Et je suis intervenu dans des collectivités locales où il y avait des problématiques. Je suis intervenu dans le monde de l'entreprise aussi un petit peu. On a commencé à me demander comment on pouvait faire pour régler certains dossiers, ce qui m'a ouvert très très vite la porte vers des secteurs très 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 différents, puisque je pense avoir fait des médiations d'à peu près tous les domaines, et sauf le pénal. Je n'ai jamais fait de médiation dans le cadre du pénal. Là, ce que je tiens à vous dire aussi, c'est que ce qui est important, c'est que on parle de médiation depuis maintenant longtemps en France, depuis des décennies. Et beaucoup de gens que je rencontre me disent on n'en a jamais entendu parler. Alors ça fera l'objet tout à l'heure d'un peu de ma présentation, c'est qu'est-ce qui fait qu'encore beaucoup de gens n'ont pas connaissance, pour quelles raisons? Ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant, même au sein des professions réglementées, au sein des professions juridiques, elle est vraie de moins en moins, mais on a encore quand même des gens qui ne comprennent pas pourquoi elle n'est pas plus implantée. Donc ça fera l'objet tout à l'heure d'une discussion, et peut-être que cette période de crise va permettre de la déployer vraiment à sa juste valeur. Donc voilà le principe. Donc ce qui m'a amené, pourquoi je suis là, et ce qui m'a amené aussi très très tôt à me former comme médiateur, puisque moi j'ai commencé un peu, c'est un peu surprenant quand je l'explique, mais j'ai commencé en faisant, et puis j'ai appris en faisant, mais je me suis aperçu très vite que sans doute il y avait des méthodologies, et il a fallu apprendre ce qui se faisait ailleurs, entre autres aux États-Unis,
C'est comme ça que j'ai pu comparer, enfin, intégrer les outils nord-américains, tout en travaillant sur un autre champ où j'ai dû vraiment me former, qui était le champ de la psychologie, puisque quand même j'avais des cas lourds, dépressifs, suicidaires, et ça demandait quand même des compétences que je n'avais pas à l'époque. Donc j'ai passé à peu près une dizaine d'années, 10 ans de ma vie à essayer de prendre des outils en termes de sociologie du conflit, psychologie, accompagnement des gens, des difficultés, gestion des conflits très, très compliqués. Et donc j'ai intégré beaucoup d'outils, ce qui a été très, très enrichissant, très prenant, mais très enrichissant. Alors, troisième point, ce qui est arrivé, c'est que très très vite, on m'a demandé si je ne pouvais pas commencer à former des médiateurs. Et j'ai commencé relativement tôt, puisque dès les années 91-92, on m'a demandé de commencer à initier des gens à la médiation en partant un peu de ma pratique. Donc, et depuis cette date, je n'ai pas cessé, et de façon progressive, à former des médiateurs sur tout le territoire français, en particulier au sein des avocats, professions réglementées, même aussi au sein du monde de la grande entreprise. Donc tout à l'heure, si vous le souhaitez, en fonction du temps qui me restera, je pourrais vous expliquer un peu la démarche, la méthodologie. Parce que, évidemment, certains le savent, mais pratiquer la médiation, c'est une méthodologie, c'est un processus qu'il faut intégrer, qui est très très différent des pratiques qu'on a habituellement, qu'on rencontre dans notre pratique d'enseignement français, qui est plus sur du savoir, alors qu'en médiation, on est sur le savoir-faire, savoir-être, et on passe plutôt d'une notion de connaissance vers une notion de processus, et ce qui est souvent difficile à faire passer comme message et comme pratique. Voilà donc un petit peu ma présentation, hein, pour vous expliquer, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'où je viens. Donc je pense connaître très 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 bien toute l'histoire de la médiation en France, puisque j'y ai contribué, enfin, j'y ai participé activement dès le début. Maintenant, ce que je vous propose, c'est plutôt de rentrer dans cette difficulté qu'est la crise, la place de la médiation et les raisons qui pourront faire qu'elle pourrait s'implanter, ou ne pas s'implanter d'ailleurs, mais ça sera assez surprenant. La crise que nous venons de voir, j'essaie d'en faire une analyse très, très simple, mais ça montrait au moins une chose, c'est que déjà tout le monde est concerné. Non seulement la France, toutes les régions françaises, mais aussi tous les pays, ce qui est inédit, hein. On n'a jamais connu une telle période. Et il y a vraiment un problème qui s'est révélé, c'est l'aspect vulnérable de notre système, une grande vulnérabilité de nos sociétés. Le moindre grain de sable fait que tout se bloque en termes d'économie, d'emploi, etc. Et c'était le révélateur aussi que quand il y avait des difficultés, on n'avait pas forcément les outils en face pour les régler relativement rapidement. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit globalement, si on voit ça plutôt haut, c'est que notre système est assez rigide, lent, et bien sûr, je l'ai dit, il est vulnérable, et qu'il a du mal à s'adapter aux situations. Hein, c'est la grande problématique que nous rencontrons. Et on pourrait le qualifier, et c'était qualifié dans les années 90 par le professeur Étienne Leroy, tout doucement on a glissé d'un monde autoritaire, d'autorité, vers un monde plutôt de négociation, hein, qu'on a appelé de droit négocié. C'est la grande période, années 90-2000, où s'est instaurée une période de transition que nous sommes toujours en train de vivre d'ailleurs, qui est la période du droit imposé au droit négocié. Alors je sais que pour certains juristes, parler de droit négocié, c'est assez compliqué. J'ai quelquefois des réactions assez vives, et ça peut se comprendre. En réalité, c'est d'impliquer davantage les parties dans les solutions qui leur conviennent. Bien sûr, sans forcément négliger le droit, mais ce qui permet aux gens de répondre à leurs besoins. Moi, je dis toujours que deux personnes sont en conflit, ou deux entités sont en conflit, ou deux structures sont en conflit. Elles ne connaissent pas le code civil ou le code concerné, mais elles sont quand même en conflit, en difficulté dans leur relation. Un autre élément majeur qui est intervenu, hein, passer du droit négocié du droit imposé au droit négocié, c'est un autre élément qui est quand même très, très, très pressant. C'est que notre monde, pendant ces 30 dernières années, au moins ces 20 dernières,
c'est axé complexifié. Alors, j'ai lu quelque part, je n'arrive pas à retrouver la source, mais qu'en moyenne, tous les emplois, toutes les activités en France, quel que soit où vous étiez et à quelque niveau vous soyez, hein, se sont complexifiés en 30 ans 6 fois plus. C'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des domaines, il y a un peu moins, d'autres un peu plus. Donc, on est rentré dans un monde qui s'est complexifié, alors qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu se simplifier avec les outils informatiques. Ça, c'est un peu le paradoxe de notre période. Alors pour faire le lien, c'est que la justice qui s'est construite dans les années, enfin au 19e siècle, 1840-1850 à nos jours, est restée dans une structure de droit imposé et n'est pas rentrée encore vraiment dans ce qu'on appelle la structure de droit négocié. C'est vraiment ce qu'on peut constater actuellement. C'est quelque chose qui contribue en fait au rigidité que nous avons, au retard que nous avons, mais je vous en parlerai dans un instant quand on verra ce que peut apporter la médiation dans tout le système. En réalité, l'apport de la médiation, c'est qu'on peut dire qu'elle contribue à un phénomène de simplexité. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît complexe aux citoyens, quand on le traite en médiation et qu'on les implique dans le système de médiation, c'est qu'on l'aborde de façon extrêmement simple et non complexe. Donc tout l'art de l'approche de la médiation, c'est de simplifier la démarche pour que les gens soient impliqués et puissent prendre des décisions qu'ils vont élaborer, comprendre et bien sûr appliquer. Alors, il est vrai que sans doute que pendant des décennies, la complexité du droit, les termes utilisés, les systèmes qui étaient pratiqués avaient une certaine raison, peut-être, mais maintenant, ça n'a plus lieu d'être. Actuellement, les citoyens, les justiciables, ils aiment bien quand même comprendre ce qui se passe dans la vie. Et ils n'aiment pas trop subir, ils aiment davantage sans doute agir. Alors, le système de simplexité, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent se référer à un ouvrage très intéressant du concepteur de cette notion, qui est le professeur, je crois que c'est Anna Berthoz. Il a publié un ouvrage là-dessus qui est fort intéressant pour ceux que ça intéresse. La médiation, c'est un outil simplexe, mais qui n'est pas forcément simple à mettre en œuvre, et ça, on l'abordera. Parce que j'aimerais vous dire maintenant, j'ai un peu une phrase clé qui peut résumer la situation, c'est que tout le monde sait, je pense, pour les personnes plus ou moins impliquées dans le monde de la médiation, que la médiation, c'est nécessaire, indispensable à mettre en œuvre, mais que assez peu de gens y croient. Alors ça, c'est surprenant, mais tout le monde est à peu près convaincu que la médiation, ça a de l'intérêt, elle va se développer, mais ils n'y croient pas. Alors, ce que j'entends par ne pas y croire, est-ce pas le moment? La plupart, ils ne voient pas du tout comment on pourrait la mettre en œuvre dans leur pratique professionnelle. Et puis, il y a quelques blocages sur certaines peurs. Je pense que là-dessus, c'est indéniable. Les acteurs du droit actuellement, enfin pour une partie, voire une très grande partie, voient la médiation comme un élément inquiétant de leur pratique professionnelle. Alors que ce n'est vraiment pas du tout le cas. Ça devrait être un élément qui leur permette de voir une pratique de leur métier très très différente de ce qu'ils connaissent actuellement et qui pourrait être vraiment un renouvellement de leur métier pour certains. Je pense particulièrement aux avocats, bien sûr, mais pas seulement. Le rôle de l'avocat dans la médiation, le rôle de l'expert dans la médiation, c'est vraiment un élément important. Alors, naturellement, durant ce webinaire, on ne peut pas tout développer, mais au moins comprendre les grandes lignes. Voilà la première des approches. Alors, si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Alors, je le regarde parce qu'une personne me dit qu'elle a un problème de son. Je vais regarder. Non, il n'y a pas de problème de son. Alors, maintenant, on a vu la partie crise, enfin, au niveau de la crise économique. On a vu la première grande approche. Alors, pourquoi la médiation? Eh bien, de l'intérêt. C'est qu'en période de crise et d'urgence, eh bien, la médiation répond aux critères de rapidité, de maîtrise des coûts, de mise en œuvre. Puisque la médiation elle peut se mettre en œuvre très très rapidement. Hein.
elle peut être mise en œuvre très facilement par les parties ou par le médiateur ou par un centre de médiation. C'est un élément très important dans cette crise où la justice ne répond pas. Alors vous savez, là je vais faire une toute petite aparté, mais que durant le confinement, le système judiciaire, par une énorme partie, a dû fermer ses portes, et qu'à la période de déconfinement, c'est aussi problématique, que certaines juridictions ont eu du mal à redémarrer pour des raisons pratiques de mise en œuvre. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la justice, le système judiciaire, la chancellerie avait souhaité que les tribunaux déstockent pas mal d'affaires durant 5 ans. L'idée, c'était de déstocker de moins de 20% à peu près par an, à la fois en entrant et en sortant au niveau des juridictions, et que, pas de chance, est arrivée la grève de début d'année, puis le Covid, et visiblement, malheureusement, on n'a non seulement pas du tout résorbé le stock, mais on l'a allongé d'une année, a priori. C'est ce qui se dit globalement et de façon générale, c'est que le système judiciaire se trouve à nouveau, entre guillemets, sous l'eau pour une période jusqu'à, certains disent, 2022, pour retrouver un fonctionnement normal. Alors vous doutez bien que cette situation, qui perdure quand même depuis quand même pas mal d'années, puisque moi-même, quand j'ai commencé en 90, on avait déjà des difficultés de délai. Mais comment voulez-vous qu'une économie fonctionne, un pays fonctionne, où vous êtes quasi à travailler dans l'immédiateté avec les smartphones et l'informatique, et le système judiciaire qui a une échéance de travail qui n'est même pas en mois ni en années, mais en plusieurs années. C'est très compliqué. On peut comprendre que le système judiciaire se trouve vraiment face à une énorme difficulté. Donc voilà la première des démarches au niveau du tribunal, des juridictions, c'est que ça devient très compliqué. Alors beaucoup, et j'en faisais partie, pensent qu'il faut développer la médiation judiciaire, qu'il faut la développer, que systématiquement, alors vous le savez peut-être, c'est que depuis janvier de cette année, normalement pour les affaires de moins de 5 000 €, eh bien, il devrait y avoir une médiation préalable, une conciliation. Alors c'est très bien, sauf que on a eu quelques difficultés à la mettre en œuvre ce début d'année. C'est pas du tout rodé, peut-être que ça va marcher l'année prochaine. Dans tous les cas, même si on voulait la mettre en œuvre, il faudrait qu'elle soit organisée, répartie. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a quand même une structure qui se met en place au niveau des centres de médiation sur tout le territoire, c'est peut-être pas suffisant. Donc on a cette problématique de déploiement de la médiation judiciaire, mais en fait il se révèle un élément important dans cette approche, c'est que ce n'est pas forcément la médiation judiciaire qu'il faut développer, c'est plutôt la médiation amiable préalable qui doit être développée. Ce qui veut dire qu'il faut travailler à la faire connaître, que tous les acteurs qui interviennent dans cette chaîne, entre guillemets, des conflits, puissent la proposer, l'utiliser, et que chacun y retrouve son compte rapidement et à un coût maîtrisé. Alors, qui dit coût maîtrisé parce que, évidemment, en période difficile, la disponibilité financière des parties reste relativement faible et difficile à mobiliser, y compris pour les entreprises. Donc voilà ce que je voulais dire sur la première approche, la difficulté entre le judiciaire et l'amiable. Donc visiblement, ce qu'on voit arriver, c'est que la notion amiable, ça sera vraiment l'élément très important qu'il faut déployer. Il y a quand même une exception, on a été un peu étonné depuis quelque temps, c'est que les juridictions administratives ont enclenché une démarche vraiment très intéressante en développant la médiation préalable obligatoire. Visiblement, c'est une réussite. Donc, dans tout ce qui concerne les tribunaux administratifs, ils sont très contents et très heureux. Ça fonctionne relativement bien. Alors, peut-être qu'une des raisons, c'est justement cette complexité qu'on connaît au niveau du droit administratif, peut-être, et que les délais, quelquefois, sont aussi longs, et que là aussi, ça peut bloquer des situations de façon durable et quelquefois très dommageable. Donc, médiation amiable, médiation judiciaire,
Mais ce qu'on constate aussi quand même, c'est qu'on a eu des périodes un peu plus fastes au niveau de la médiation judiciaire, où on avait des juridictions qui s'appliquaient plus ou moins dans le déploiement, la mise en œuvre des services de médiation, centres de médiation, conventions entre les centres de médiation et les juridictions. Alors, ça peut être dû aussi aux problématiques de confinement, de déconfinement, de deuxième vague qui posent cette difficulté. Mais ce qu'on peut retenir quand même, c'est ça, c'est l'expérience que je vois, c'est que le principe même de ce qu'est une médiation, comment ça fonctionne, comment ça se déroule, c'est relativement peu connu. Peu connu. On rencontre beaucoup de gens qui n'arrivent pas bien à comprendre comment ça fonctionne. Et ça, malheureusement, ça mérite de faire un travail de communication. Les gens commencent à bien connaître la médiation quand ils participent soit en tant que partie ou soit en tant que conseil. Et puis au sein des juridictions, eh bien, tout le monde n'est pas convaincu. Alors vous avez des fervents défenseurs, évidemment, hein, comme M. Fabrice Vert, qui travaille, je crois, actuellement à Créteil, qui depuis des années, même quand il était à la chancellerie, a fait un travail énorme d'explication, il nomme énormément de médiation, et avec un taux de réussite, je crois, très important. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on est peut-être dans une période faste, où on a, je crois, une nouvelle directrice de l'école de la magistrature qui est avocate et qui est sensibilisée à ces modes alternatifs. Et puis, on a un ministre qui l'a quand même souligné, qui l'a nettement indiqué, qu'il souhaitait, donc c'est en octobre dernier, que la médiation se développe. Alors, moi, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, ça reste encore des mots, et la traduire en fait, ça reste assez difficile. Pour tous les acteurs, ça reste assez compliqué. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout le monde sait qu'il faut la développer, qu'il faut la mettre en œuvre, mais entre guillemets, il n'y croit pas ou il ne voit pas comment la mettre en œuvre. Comment la mettre en œuvre, ça c'est la grande question. Comment la prescrire, parce qu'on est bien face à un problème de prescription, qu'elle soit l'amiable ou judiciaire, cette médiation. Alors, on va entendre beaucoup de personnes qui vont vous dire, comme ça se fait partout à peu près dans le monde, c'est que les avocats devraient davantage la proposer, l'accompagner. Alors, c'est vrai que ce n'est pas systématique. Alors, on a quand même de plus en plus d'avocats très convaincus de la mise en œuvre de la médiation, ça c'est certain. On a des gens même qui sont très très investis dans des centres de médiation, même plus multiprofessionnels, comme à Toulouse. Vous avez donc François Rastoul qui a fait un travail conséquent depuis 12 ans pour la développer, qui a fait des partenariats, cours d'appel, avec les tribunaux de tout le ressort, de toute la grande région. Il y a un autre travail très important, c'est de la faire connaître auprès des citoyens. Ça, c'est une démarche où visiblement les pouvoirs publics, entre autres l'État, la chancellerie, le ministère de la Justice, peut-être auraient dû, alors j'ai dit bien aurait, sachant que ça demande beaucoup de moyens, de faire un énorme travail d'information, puisque la seule communication visiblement qui a été faite par les juridictions, c'est d'établir des petites plaquettes qui présentent la médiation et de les mettre dans les présentoirs dans les juridictions. Donc, énorme problème d'accompagnement et dans la diffusion de cette information. Alors, c'est une des raisons qui a motivé la création de la Compagnie des médiateurs de justice. C'est vraiment de faire ce travail de relation avec les juridictions, que les médiateurs qui répondent aux critères puissent être représentés au sein des juridictions, d'avoir un lien, de se faire connaître, de contribuer à l'amélioration des relations entre les médiateurs et les juridictions. Alors, une des raisons qui est importante, ce n'est pas seulement pour la médiation judiciaire, mais comme vous le savez, lorsqu'on réalise une médiation amiable, on recommande fortement de la faire homologuer. Alors, qui veut dire la faire homologuer? Avoir une bonne relation avec la juridiction et que ça puisse se faire dans les meilleures conditions. Là aussi, il y aura peut-être des propositions à faire, et c'est pour cette raison que la Compagnie des médiateurs de justice a des propositions à faire sur cette notion de relation avec les juridictions.
Il y a aussi le fait de contribuer à donner un avis sur la liste des médiateurs de justice, hein, puisque maintenant, en 2018, on a une liste, enfin une liste de médiateurs agréés près des cours d'appel, qui est en train de se compléter, hein, qui est en phase de renouvellement, je crois, pour l'année prochaine. On s'aperçoit d'ailleurs, au premier sondage que nous avons fait, et je crois que la chancellerie a fait un sondage, que parmi tous les médiateurs de justice qui sont inscrits, relativement peu ont reçu des missions judiciaires. Ça reste en pourcentage et en quantité par médiateur relativement faible. Ça reste hétérogène. Alors évidemment, cette dernière année, on a eu 2018-2019 la mise en place, et est arrivé le Covid, ça n'a pas aidé, ça c'est certain. Donc au niveau de la compagnie, on essaie quand même de faire ce travail de communication, d'être présent, d'informer, de mettre en relation. C'est la devise de la compagnie de médiateurs de justice, et aussi d'avoir un lien représentatif au sein de la chancellerie. Alors, je tiens à dire qu'il existe beaucoup de structures associatives de médiateurs, de centres de médiation, qui font un travail, on peut le dire, quand même remarquable de façon locale. C'est un effort considérable. En 30 ans, enfin, ça a vraiment débuté dans les années 2000, 97-2000, puisque la loi de 95, décret de 96 et première mise en place des centres de médiation 97, mais il reste beaucoup à faire. Alors, il s'est créé beaucoup d'associations de médiateurs, mais il y a un travail énorme à faire au sein des prescripteurs de la médiation, hein, au sens large, à la fois le grand public, à la fois au niveau des institutions, des grandes institutions, du monde de l'entreprise, puisque vous savez que la médiation, elle peut intervenir dans tous les domaines. Donc, sur cette... ce que je voulais vous dire simplement, c'est que la partie prescription, c'est quelque chose qui est importante, qui a un travail conséquent à faire d'information. Alors, il y a un sondage qui a été réalisé par le centre de médiation de Toulouse, Ad Hoc Médiation, il y a déjà quelques temps, qui est disponible sur Internet, qui est fort intéressant, qui révèle, je crois de tête, que 75% des personnes interrogées estiment que la médiation mériterait d'être davantage développée, même davantage proposée, et que, évidemment, quand on cherche un médiateur, on ne sait pas trop où s'adresser. Et c'est le cas actuellement. Quand vous interrogez un citoyen, trouver un médiateur, c'est relativement compliqué et difficile. Alors, je vais vous faire part de ma dernière expérience toute récente, ça a une journée, c'était hier. J'ai une mairie qui m'a contacté parce qu'ils ont de plus en plus une mairie par le biais de sa police municipale qui m'a contacté parce qu'ils ont de plus en plus de problèmes de voisinage qui restent difficiles à gérer en termes de quantité et de difficulté. Et ils souhaitaient quand même l'intervention et de trouver un médiateur qui puisse les seconder. Et ils m'ont appelé pour essayer de trouver un médiateur. Donc, c'est ce que j'ai essayé de trouver la démarche. Donc, vous voyez que la médiation, même au sein des collectivités, il y a de quoi faire. Alors, pour ma part, j'ai contribué il y a de nombreuses années à mettre le vrai premier service de médiation pour une ville qui était à Martigues. Et c'était une excellente réussite à l'époque, une excellente réussite. Donc voilà pour la partie, ce que je vous évoquais, médiation judiciaire, médiation amiable et les blocages et prescripteurs. Alors ce que j'aimerais voir avec vous, c'est les blocages dans ces périodes de crise et comment on va pouvoir la mettre en place. Certains vont vous dire que la société, notre société n'est pas prête, société française n'est pas prête à la médiation. Alors, vous avez un chercheur très connu dans le monde de la médiation qui s'appelle Jean-Pierre Bonafé-Schmidt, qui fait un travail remarquable depuis des décennies sur la notion de médiation, et qui dit souvent que nous, peuple français, citoyens français, nous n'avons pas la culture de la médiation. C'est vrai. Ça fait relativement peu de temps qu'on n'a même pas la culture de la négociation. Ça date d'une trentaine d'années. Donc évidemment, toutes nos institutions, notre manière de fonctionner est très centrée, comme je vous le disais, sur la notion de droit imposé, assez peu sur le droit négocié. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on a empilé des difficultés. La toute première des difficultés qui a
bloqué, enfin qui bloque et qui crée beaucoup de difficultés et où la médiation a quelquefois du mal à se mettre en place, c'est qu'on a une profusion de textes, une énorme profusion de textes, hein, parce qu'il me semble qu'on a dépassé le million d'articles de loi, qu'on est resté très juridique, et tous les acteurs qui interviennent dans les conflits sont encore très centrés juridiques. Et c'est un des blocages au développement de la médiation, parce que tout le monde reste dans une démarche très juridique. Écoutez, ça peut se comprendre, mais comment débloquer la situation? Alors on aurait pu espérer que dans les nouvelles générations, depuis une vingtaine d'années, que ce soit d'avocats, de notaires, d'experts comptables, d'experts judiciaires, de monde juridique, on aurait pu davantage sensibiliser à la notion de médiation. Il faut reconnaître que ça a quand même été fait, ça commence à se faire, mais on parle la plupart du temps de la médiation en termes juridiques, et j'ai l'impression qu'on en parle davantage comme une procédure que comme un processus. Et même certains magistrats vous diront que rajouter une phase de médiation, c'est alourdir la durée et le coût. Alors, pris sous cet angle, ça peut être vrai. Sauf que quand on analyse les quelques chiffres que nous avons, on estime qu'en amiable, sur une médiation orientée bien choisie, on a à peu près 80% de réussite, et que sur des affaires confiées à la médiation en cours d'appel, on a 50% de réussite. Ce qui n'est pas rien. Ça veut dire quand même que quelquefois ce temps consacré il peut être très productif et aider à sortir des dossiers qui sont vraiment enlisés. Voilà ce qu'il faut vendre au niveau entre guillemets, de l'idée de cette problématique, de cette objection rajoutée à une durée. J'ajoute quand même que ce qu'on constate aussi, c'est qu'au judiciaire, les blocages que nous avons, c'est que très souvent, moi j'entends les magistrats qui vont vous dire, mais comment je peux proposer, comment j'apprécie dans un dossier que je vais dans une médiation, que je peux leur confier, leur faire proposer la médiation aux parties. Et ça, évidemment, c'est assez difficile à intégrer pour un magistrat. Sur quels critères je me base pour aller en médiation? Ça, c'est demander aux parties. Alors moi, j'aurais tendance à dire que ce serait plutôt au conseil de s'en charger et pas forcément au magistrat. Donc, complexité de notre droit, cloisonnement du droit, c'est un autre élément. Et je vais vous donner moi un exemple personnel que j'ai vécu moi, au début de ma carrière. J'ai eu à m'occuper dans une affaire de règlement amiable agricole, à la fois de la difficulté d'entreprise, du divorce des époux, d'une succession non réglée et quelques problématiques autour. Ces personnes ont eu la sagesse de demander la phase de conciliation. Quel est l'intérêt? Très simple, c'est qu'on retrouve les mêmes personnes dans différents types de conflits, de types de droits, de type de complexité économique. Et si vous allez au procès, eh bien, c'est autant de procédures que de difficultés. Donc, vous retrouvez les mêmes personnes dans des procédures différentes si vous allez au judiciaire. L'avantage de la phase de médiation, de conciliation, c'est qu'on prend les mêmes personnes et on traite tout, puisque tout se tient. Et ça, c'est une des premières expériences où vraiment j'ai eu beaucoup de satisfaction, et partie aussi où on a pu tout régler en quelques mois dans cette affaire. Et si c'était parti vraiment au judiciaire, je pense qu'ils y seraient toujours. Donc cette approche transversale et non verticale de la médiation, c'est un élément important. Mais c'est aussi un problème de blocage. Parce qu'évidemment, tous les gens qui travaillent dans ce domaine, ils raisonnent dans leur intérêt, et ils voient souvent que c'est, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, du manque à gagner, et ça génère une forme de peur. Alors, c'est une objection qu'on entend souvent, très fréquente, et j'ai la réponse aux avocats qui est la suivante, c'est faut-il traiter 50 dossiers rapidement un certain montant que 25 moins rapidement en ayant une certaine impression de gagner plus, mais qui en fait génère beaucoup de difficultés et quelquefois qui oblige à traiter des dossiers qui deviennent moins rentables ou pas du tout rentables. Donc ça pose la problématique de la rémunération, par exemple, des conseils dans la médiation. Ça, c'est une difficulté qu'on rencontre,
C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, il me semble, pour l'avoir constaté, qu'une affaire bien menée par un conseil et rapidement, ça mérite une récompense et que les parties sont prêtes à payer. Ce que je tiens aussi à vous dire, c'est que, c'est un lien, c'est que les parties qui ont participé à une médiation, eh bien, règlent et sont contents de payer leur médiateur parce qu'ils voient l'effort que cette personne fait pour sortir de la difficulté. Et ça, c'est un signe très, très encourageant quand on est médiateur. C'est la satisfaction qu'éprouvent les parties et elles vous le renvoient de façon extrêmement sincère. Alors qu'au système judiciaire, souvent, la grande critique, c'est qu'on ne maîtrise rien, les délais, les coûts, l'incertitude de la décision, rien n'est maîtrisé. Ça, c'est une grande difficulté et vraiment une incompréhension du justiciable à ce sujet. L'idée de ne pas avoir, entre guillemets, la main sur l'affaire. Donc la France et je dirais même l'Europe du Sud, hein, ça concerne non seulement la France, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, ont quelques retards sur l'aspect médiation, alors que les pays nordiques sont beaucoup plus avancés sur cette démarche hein, que nous. C'est vraiment un élément important dans la démarche. Alors, je regarde le temps puisqu'il me reste un quart d'heure. Les autres blocages qu'on rencontre actuellement, ben, c'est l'organisation, donc l'organisation de la médiation. Alors on me pose une question là, dans quel pays c'est le plus développé, la plus organisée. Alors, sans trop me prendre de temps, mais beaucoup méconnaissent l'origine de la médiation. En fait, la médiation, l'idée même et l'esprit même de la médiation vient des pays nordiques. Culturellement, ce sont des pays qui sont très apaisés, qui ont toujours trouvé des compromis hein, en Europe du Nord et qui ont déployé cette médiation pour la partie un peu occidentale par les migrants sur le côté États-Unis. Ensuite, c'est remonté sur le Canada et ça nous est revenu en France par le biais du Canada en médiation familiale dans les années 80. Dans les autres parties du monde, le pays a priori où il y a le plus de médiation par habitant et en quantité, alors souvent ça étonne, mais c'est la Chine. Elle est très présente dans les pays asiatiques et dans le monde des affaires. Singapour est très très bien placé en termes de médiation. Mais la médiation commerciale, par exemple, est très très utilisée en Chine, d'après ce qu'on en sait. Ensuite, bien sûr, vous avez les pays anglo-saxons qui l'ont beaucoup développé. Alors, tout près de chez nous, on a quand même l'Angleterre qui la développe beaucoup. Alors, quand on analyse la situation en Angleterre, pourquoi les parties vont en médiation? Il y a une raison qui est souvent évoquée, c'est les coûts des frais de justice en Angleterre qui dissuadent d'aller au procès et les gens ont tout intérêt dans un premier temps d'aller en médiation. Donc ensuite, vous avez un pays qui est parti de pas grand-chose et qui a beaucoup développé, c'est la Roumanie. C'est-à-dire en espace d'une vingtaine d'années, il paraît qu'ils ont beaucoup développé la médiation. L'Allemagne commence à le développer a priori et on a une présence assez intéressante en Belgique. La Suisse aussi a commencé à développer la médiation. Vraiment, c'est un résumé que je vous fais sur la situation. Les États-Unis étant le pays où en 40 ans, entre 70 et maintenant, est passé de 80% de décisions judiciaires à entre 0, 2 et 2% des décisions a priori. Mais là, de ce que j'en sais, il me faudrait au moins une demi-heure pour vous expliquer un peu la démarche. On la connaît bien parce qu'on a fait venir il y a quelques années des personnes importantes de la médiation aux États-Unis qui a déployé la médiation d'affaires aux États-Unis dans les années 80-90. J'ai d'ailleurs visité son centre aux États-Unis où l'exerçait. Alors, je regarde les questions. Alors, la différence entre médiation judiciaire et médiation amiable, je pense l'avoir dit. Au niveau des coûts, on pourra en parler tout à l'heure, parce que j'aimerais me centrer sur le gros avantage de la médiation en période de crise, parce qu'il faut quand même que je boucle sur cette partie-là. La médiation, c'est un outil important parce que ça permet de traiter quelque chose qui est souvent négligé,
c'est que toute situation de conflit, c'est une situation de souffrance, sous toutes ses formes. La période de crise, naturellement, accentue cette période de souffrance. On a une souffrance qui est générée par la notion d'inquiétude sur l'avenir. Ça, c'est déjà un élément important, qui est important. Et la charge, ce qu'on appelle la charge cérébrale, la charge émotionnelle actuellement est assez lourde, voire très très lourde pour une partie de la population très importante. Et ce qui devient de plus en plus compliqué dans la vie en général, et on peut l'observer, c'est la notion permanente un peu de contradiction dans tous les domaines. On vous dit blanc, on vous dit noir, on vous dit peut-être dans beaucoup de domaines. Alors, voyez, je vous donne une que j'ai appris hier. Vous savez que beaucoup d'entreprises ont bénéficié de reports de cotisation URSSAF pour leurs salariés. Et puis, est intervenue une mesure d'exonération de charges URSSAF. Alors, je ne sais pas, je viens de l'apprendre, je n'ai pas vu le détail de tout ça, mais pour bénéficier d'une exonération de charges, vous devez être à jour de vos cotisations. Donc, tous ceux qui ont demandé un report ou un étalement ne répondent pas aux critères. Voilà une contradiction. Et on la retrouve dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, les gens voient beaucoup d'incompréhension, de difficultés. Et cette notion de contradiction, ça génère une grande, grande difficulté à gérer, qui est celle de la violence. Puisqu'on dit qu'en termes de conflit, quand les gens n'arrivent plus à mettre de mots sur leur ressenti, leur souffrance, ça se manifeste dans toutes les formes de violence. Et un rejet de l'autorité et de la règle. Alors, quand on observe ce qui se passe, on pourrait considérer qu'on n'est pas loin d'entrer dans cette période de violence latente, réelle. C'est quand même assez important, avec ses conséquences dramatiques. Alors, mettre en place la médiation, c'est libérer la parole, c'est aider les gens à sortir de ces impasses, ces difficultés, ces souffrances. Ça, c'est un élément très, très important que souvent, on ne met pas en avant en matière de médiation, mais c'est un élément vraiment important. Alors, vous en avez une qui est assez connue, et c'est le fait d'appeler des plateformes. Vous appelez 3 fois de suite, on vous donne 3 avis différents, par exemple. Ça, pour certaines personnes, c'est vraiment insupportable. Et, on en a des dizaines, nous avons tous vécu. Cette notion d'incertitude aussi, ça génère bien sûr du stress, puisque souffrance dit stress ou stress dit souffrance. Cette période un peu anxiogène qui est quand même pas négligeable. L'incertitude des décisions judiciaires, c'en est une. L'incertitude d'une décision, je crois qu'il y a beaucoup de conseils qui disent de plus en plus. Pour nous, c'est de plus en plus difficile de dire à nos clients l'orientation on va prendre la décision. Ça dépend de beaucoup trop de facteurs. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais il m'est arrivé d'accompagner des parties dans des conflits, non pas en tant que médiateur, mais en tant que conseil pour essayer de trouver des solutions. Mon record, c'est quand même dans un même dossier où nous avions 5 droits français qui disaient 5 choses différentes. C'était vraiment là une difficulté qui était insurmontable. Et je me souviens encore de la réflexion d'un parlementaire qui me dit comment on a pu arriver à une situation pareille. Ben oui, en tant que parlementaire, ils votent les lois. Donc voilà, c'est un élément pour gérer les contradictions, à condition que tout le monde, bien sûr, y participe. Évidemment, ça c'est un autre élément qui est assez difficile. La médiation ne peut que se concevoir si que toutes les parties se mettent autour de la table et ont une ferme intention de bonne foi de trouver une solution. C'est un élément qui est souvent un élément bloquant en période assez difficile, où une des parties n'a pas forcément intérêt à trouver une solution rapidement. Ce qui me permet de vous dire que, actuellement, dans la période de crise, vous le savez, vous avez entendu dire qu'il y a beaucoup de restaurateurs, de commerçants qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui n'ont pas payé leur loyer. Vous avez des galeries marchandes qui sont menacées. Vous avez, donc, moi, il m'est arrivé, j'ai eu des demandes de commerçants qui voulaient revoir leur loyer, qui voulaient arrêter leur activité, etc. etc. Bien, la médiation en période difficile comme ça, je pense particulièrement aux galeries marchandes, c'est qu'on peut arriver à avoir des négociations par la médiation qui sont différenciées et qui permettent de s'adapter aux difficultés de chacun. On n'est plus dans la généralité, mais on arrive à trouver des solutions vraiment importantes. Alors, vous avez les galeries marchandes qui ont tout intérêt rapidement à trouver des solutions,
parce que leur hantise, évidemment, c'est de se retrouver avec des galeries qui soient à moitié vides, c'est-à-dire une boutique sur deux vide. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. De ce que je perçois là et ce que j'entends, c'est qu'il y a énormément de petites, moyennes, voire grandes entreprises, mais beaucoup de petites, qui, vu la difficulté qui dure, préféreront totalement arrêter parce qu'ils ne voient aucune perspective dans les mois qui viennent. Alors, on a bien sûr reporté toutes les charges, on a bien sûr facilité la trésorerie pendant un certain temps, mais le jour et le moment où il faudra rembourser, beaucoup de gens génèrent beaucoup d'inquiétudes. Comment déjà nous étions vulnérables en termes économiques, en termes de la marge. Si on rajoute ce remboursement, il faudra vraiment que l'économie reparte très très fortement. Le deuxième élément, c'est qu'en période de crise, quand il faut gérer des difficultés dans l'urgence, on peut dire la chose suivante, c'est que quand vous avez une seule personne qui réfléchit à sa difficulté, on pourrait dire qu'il a une efficacité de 100. Si on met autour de la table deux personnes, dont une qui est moins impliquée, mais qui peut l'assister, l'accompagner, eh bien, on a une efficacité qu'on pourrait considérer à 250. Et lorsqu'on se met à 3, c'est-à-dire partie A, partie B, le médiateur, on a souvent une efficacité à 400. Hein, c'est plutôt exponentiel. Si vous y ajoutez autour de la table de la médiation tous les conseils qui peuvent apporter leur savoir, eh bien là, on est vraiment dans des coefficients qui doublent, triplent à chaque fois. Ça, c'est un élément très, très important, moi, que j'ai beaucoup pratiqué. Mettre autour de la table des gens qui ont des compétences, une certaine distance à la difficulté pour aider les parties à trouver des solutions, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très important. Parce que naturellement, dans la médiation, il faut défendre l'idée que c'est mettre autour d'une table, bien sûr, les parties directement concernées, mais toutes les compétences nécessaires. C'est les parties, je pense particulièrement en médiation familiale, où évidemment, quand il n'y a pas trop de patrimoine, il n'y a pas d'entreprise impliquée, ça reste relativement facile, ça reste davantage une approche psychologique qu'une approche plutôt technique, juridique. Mais dès l'instant que vous avez du patrimoine, des difficultés, là, il faut quand même des compétences pour trouver des solutions de sortie. Autre élément qui est intéressant, c'est dans cette période de crise, c'est que la maîtrise des coûts est quand même pas négligeable. Donc, la rapidité, je vous l'ai dit tout à l'heure, et la maîtrise des coûts, c'est un élément vraiment un facteur important. C'est d'ailleurs un des blocages du développement de la médiation, ce qu'on appelle l'échelle de valeur. Un conflit dans le système traditionnel génère une certaine valeur, hein, qu'on peut estimer à quelques milliers, dizaines de milliers d'euros. Quand on l'a introduit en médiation, évidemment, on n'est plus dans la même échelle de valeur et on raisonne en quelques milliers d'euros, au moins pour la partie médiation. Et la partie conseil, naturellement, se retrouve relativement diminuée pour certaines procédures, puisque si vous allez jusqu'en appel, les coûts sont à chaque fois largement multipliés par 2, voire par 3. C'est ce qui d'ailleurs inquiète beaucoup les acteurs actuels du monde judiciaire, ils le voient comme une perte d'activité. Alors, sachant que ce que j'ai à vous dire, c'est que depuis que les tribunaux sont fermés, pas de décision, perte d'activité certaine. Alors, évidemment, vous avez certains médiateurs et certains avocats qui ont pris le taureau par les cornes en disant, écoutez, tout ce qu'on pourra arranger l'amiable, on va le faire, puisque obtenir une décision judiciaire, ce sera difficile dans les mois qui viennent. Traitons tout ce qu'on peut traiter rapidement. Là aussi, ce n'est pas vrai sur tout le territoire. Alors, certaines régions sont très, très bien appliquées, mais moi, je connais des régions, des départements entiers où la médiation n'est pas du tout implantée. Il n'y a quasi pas de médiateur. Vous avez un médiateur familial, peut-être, 2, mais il n'y a pas d'acteurs actifs, de centres de médiation, ni de médiateurs qui peuvent intervenir dans plusieurs domaines. Je pense particulièrement au voisinage, en particulier dans le monde des affaires, bien sûr. Je sais qu'il y a certaines régions, ils sont en recherche de volontaires pour mettre en place la médiation. Donc, j'arrive tout doucement, parce que je vois s'il n'y a pas des questions. J'ai une question, pardon. On me dit la distance. Alors, on me dit la place des nouveaux outils de la communication, la vidéoconférence, etc. Évidemment, j'ai testé. Je dois vous avouer que j'ai testé la médiation par vidéoconférence. Écoutez, ça fonctionne très très bien. À condition que tous les acteurs soient équipés avec un débit suffisant. Mais a priori, ça fonctionne.
je l'ai testé, ça fonctionne très 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 bien. Évidemment, la difficulté, c'est lorsqu'il faut faire les réunions un peu plénières, il ne faut pas qu'il y ait trop d'intervenants. Là, parce qu'il faudra presque une régie pour, pour gérer. Mais sinon, je vous avoue que maintenant, ça fonctionne bien. J'avais fait quelques tentatives il y a quelques années. Ça ne fonctionnait pas parce que pour des raisons de technique. Mais là, vraiment, là, j'en ai une en cours dans le monde des affaires qui marche très, très bien au niveau de la vidéoconférence. Tout le monde est équipé, maîtrise parfaitement les outils. On va poser une autre question. Quelles sont les régions et départements actuellement qui ont peu de médiation? Alors, de médiateurs. Alors, ce sont les départements, j'ai fait un petit sondage, faiblement peuplés. Les départements de moins de 300 000 habitants sont très, très peu équipés en médiation, très, très peu. Je dirais même que j'ai commencé à faire le lien avec ce qu'on appelle en France la diagonale du vide. Écoutez, il y a un lien, il y a un réel lien. J'ai commencé à regarder ce début de semaine plus précisément. Eh bien oui, il y a une problématique dans les départements. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas un volume d'affaires énorme, mais il n'y a personne ou quasi personne. C'est vraiment une difficulté. Nouvelles technologies et médiation et crise, eh bien écoutez, oui, ça fonctionne. C'est une nouvelle approche. On me dit souvent la médiation, est-ce une fonction ou un métier? Alors c'est une fonction avant tout, avant de devenir un métier, bien que moi j'en ai fait mon métier, mais c'est avant tout une fonction, puisque au niveau de la directive européenne de 2008, ça doit être ouvert à tous, ça doit être ouvert à tous, tout milieu professionnel. Visiblement, au niveau européen, de ce que j'en ai compris, on ne veut pas en faire une vraie profession encadrée, réglementée, rigide, etc. On en revient toujours à cette notion de rigidité, d'autorité, de contrôle, mais plutôt une profession, enfin une fonction assez ouverte, où des gens puissent intervenir soit ponctuellement ou plus régulièrement. C'est une profession, à mon avis, une fonction qui doit être très, très ouverte et très large au niveau de son, entre guillemets, recrutement, puisqu'il y a des gens, moi j'en connais actuellement que j'ai formés, qui sont encore salariés et qui se mettent à disposition en prenant à 80% ou à mi-temps, qui se mettent à disposition pour exercer des médiations, dans des domaines très pointus, secteur travaux, secteur marché public ou autre, où ils interviennent. C'est un élément qui est quand même non négligeable au niveau de la diffusion. Alors, il y a des tentatives très, très françaises actuellement, il faut le dire, de vouloir réglementer, de vouloir contrôler, de vouloir imposer, etc. etc. Avant de faire tout ça, il faudrait déjà qu'on la déploie quand même et qu'on l'ouvre, parce qu'au départ, il faut de la bonne volonté, il faut des gens qui soient très, très motivés. Il y a un état d'esprit aussi. Tout le monde n'a pas envie de faire de la médiation, soit en tant que partie, soit en tant que médiateur, bien sûr. La démarche globale, alors il y a beaucoup de discussions autour de la médiation, moi j'observe ça depuis pas mal d'années. On vous parle beaucoup de la durée de la formation de médiateur, on vous parle assez peu du contenu d'ailleurs, parce que le contenu, on a beaucoup de formations à la médiation qui sont très bien, mais relativement peu de formations très pointues pour des médiateurs. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire que conduire une médiation, c'est comme conduire une voiture. Quand on passe le permis, vous passez le code d'un côté et puis la conduite de l'autre. Alors en France, vous avez beaucoup de formations à la française, c'est-à-dire on vous fait passer le code très très bien. Au niveau de la conduite, c'est un peu plus compliqué, mais ça s'améliore, il faut le dire, ça s'améliore. Moi, je suis intimement convaincu que la durée n'est pas un problème de la formation, c'est plutôt quand même comprendre ce qu'est le processus de médiation et comment l'intégrer dans sa pratique. C'est la partie la plus difficile, je pense, pour les médiateurs à intégrer, c'est la notion de processus. Une fois qu'on a compris ce qu'est un processus, là, on fait un gain technologique assez important. Je regarde. Oui, un témoignage de quelqu'un qui me dit qu'effectivement, la médiation d'entreprise se passe par visio et que ça fonctionne très très bien. On me dit, y a-t-il de plus en plus de médiateurs d'entreprise?
Alors, tout dépend de ce que vous appelez médiateur d'entreprise. Actuellement, vous avez une réflexion qui est menée, alors, qui est en gestation depuis longtemps, ce qu'on appelle les médiateurs internes d'entreprise. Alors, relations internes dans l'entreprise, relations du personnel, etc. Oui, là, c'est en train de se développer. C'est une notion qui est en train de se mettre en place. Et puis, vous avez des entreprises maintenant qui, de plus en plus, introduisent des clauses de médiation avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, évidemment, entreprises. Ça, c'est évident que ça va se développer. Ça, c'est une évidence. La médiation étant un outil qu'on peut intégrer dans la notion de qualité, qui est très, très, très intéressante. Paradoxalement, la médiation est très utilisée dans les gros conflits, dans les très, très gros conflits. On en parle peu, mais il y a quelques médiateurs spécialisés dans ce domaine qui ne traitent que des conflits assez conséquents. Donc, je regarde les questions. Autre question. Alors, on me pose la question. Attendez, excusez-moi, mais il faut que je défile le menu. Ok, il me dit que oui, dans la médiation. Alors, par activité, effectivement, il y a des médiateurs par activité. C'est quelque chose qui va se développer aussi par domaine. Alors, vous savez qu'on a une problématique française où on a beaucoup de médiateurs, ce qu'on appelle institutionnels, qui ne répondent pas aux critères d'indépendance au niveau européen. La France n'a pas respecté ce critère au niveau de la médiation amiable et conventionnelle. Elle l'a seulement mis en place au niveau de la médiation judiciaire, évidemment, puisque le médiateur doit être indépendant. Donc, les 88 médiateurs, je pense, institutionnels, en fait, il y en a beaucoup plus, normalement, devraient être indépendants. Je pense que si vous avez suivi l'actualité, on a eu la problématique du médiateur de l'assurance qui a démissionné. Alors évidemment, sans trop détailler ce domaine, si ça intéresse quelques personnes, les entreprises vont mettre en place plutôt des services de prémédiation, d'appréciation, puis éventuellement de les confier, quand le conflit est assez pesant et nécessite de l'indépendance, de le confier à un médiateur indépendant, au moins qu'il y ait cette garantie d'indépendance. Alors, sauf, comme ça se pratique aux États-Unis, où vous avez des très très grandes entreprises qui sont gigantesques, où vous avez des pools de médiateurs volontaires qui se mettent à disposition dans l'entreprise pour des implantations, des succursales assez éloignées. Ça existe. Alors, on est très très loin de ces pratiques. Hein. Il faut savoir que visiblement, même en médiation en France, on en est encore, enfin, je ne sais pas si c'est la préhistoire ou le Moyen-Âge, mais par rapport à certains pays dans leur pratique, on est très 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 loin du déploiement. Hein. Par exemple, aux États-Unis, dans les grands chantiers de construction, depuis maintenant, je crois, une vingtaine d'années, je crois, au moins une quinzaine, la première baraque qu'on installe sur les chantiers, c'est la baraque des médiateurs. Voilà, on en est très très loin en France. Vous avez un métier de médiateur qui existe là-bas, qui va animer des réunions très importantes où on doit décider. En France, on n'en est pas là. Hein. Alors, ça m'emmènerait relativement loin, mais la notion de médiation dans son esprit, on en est très loin en termes de management, par exemple. Les outils sont ce que j'appelle, moi, la notion de management et d'introduire la médiation, on en est très très loin en France. On a beaucoup de difficultés. Moi, il m'est arrivé d'intervenir dans des médiations de conflits sociaux assez importants et on s'aperçoit qu'à un moment donné, quand il faut se mettre autour d'une table et de vraiment médier et non pas négocier, c'est assez compliqué. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Et là, s'il y a un problème de culture, c'est une difficulté autour de la culture et de l'état d'esprit. Là, vous avez certains pays où on introduit la notion de médiation très tôt, dès la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée, l'université. Jean-Pierre Bonafé-Schmitt a fait un travail assez intéressant en région lyonnaise au niveau de la médiation scolaire, par exemple. Mais dans beaucoup de pays, c'est vraiment très, très, très développé. On est encore très, très loin dans la démarche. Alors, j'ai qu'un espoir, c'est que ce que je dirais en termes presque de conclusion, mais moi j'ai débuté mon activité en pleine année 90, avec la crise de 90 immobilière très importante. Hein. Peu de gens se souviennent, enfin pour les plus anciens comme moi, mais de 90 à 93, on a connu des vagues de licenciements très importants, puisque, autant que je me souvienne, on licencie entre 150 et 150 000 cadres supérieurs, moyens et supérieurs par année. Donc c'est une grande crise. Le bâtiment a beaucoup souffert.
eh bien, dans cette période-là, la médiation a vraiment grimpé. La loi de 95 est arrivée. 2000 aussi. 2000, on a eu beaucoup de médiation. C'était à cette époque-là, par exemple, que j'ai mis en place le service de médiation. J'ai contribué à mettre en place le service de médiation d'EDF France. Et puis dans les professions, on a commencé à mettre en place les traitements des litiges dans les professions, entre professionnels, les professions réglementées. Ça, c'est très important. Je regarde les questions, excusez-moi. Très bien. Et quelqu'un me dit, oui, effectivement, quand tu es un médiateur d'une institution, c'est un bureau indépendant, en dehors de l'entreprise, une prise sur sa fonction. Oui, c'est un élément, au niveau de la charte de déontologie ou de pratique, ça doit être relativement clair, évidemment. Vous avez tout à fait raison. Bien, donc j'ai fait un petit déroulement assez rapide et succinct de l'approche de médiation. Donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors j'ai bien conscience d'avoir balayé très rapidement cette notion de médiation et crise et de sa place, évidemment. Alors je regarde aussi dans les questions si j'en ai pas raté, comme il y en a quelques-unes. Qu'est-ce qu'on aurait comme question? J'ai déjà répondu sur la vidéoconférence, il y a plusieurs personnes qui l'évoquent. Visiblement, l'expérience de médiateur ici en visio est très intéressante. Visiblement, c'est partagé, c'est vrai. Très bien. Alors, on me demande le coût d'une médiation, combien de temps ça prend? Ah, d'accord. Quelle est la différence entre une médiation judiciaire et amiable? Ben, médiation judiciaire, elle est pilotée, entre guillemets, par une juridiction, quelle qu'elle soit. La médiation amiable, elle est pilotée, la demande des parties par un centre de médiation ou directement par un médiateur. Donc, c'est ce qu'il faut répondre le plus rapidement possible. Oui, c'est ça. Voilà, donc je pense avoir au niveau des questions. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui éventuellement veulent dire des choses, peut-être? Non. Alors, qui aurait une question? Je vois dans la liste des participants des gens oui, que je connais, que je ne connais pas du tout, d'ailleurs. Alors, vous pouvez continuer à poser des questions. Attendez, j'en vois arriver. Qu'est-ce qu'on me dit? Pourriez-vous... Alors, on me demande... Alors, on me demande de préciser où il y a vraiment des besoins en demande de médiation dans les régions. Alors, en fait, ce qu'il faut arriver à faire dans les régions, c'est non seulement bien sûr avoir des médiateurs, ça c'est évident, mais il faut aussi qu'il y ait de la prescription de médiation. Et c'est de la faire connaître. Donc, quels sont les prescripteurs de médiation? Eh bien, ce sont avant tout les conseils et les avocats, ou tous les gens qui ont à avoir des relations avec des gens qui auraient des difficultés. Donc, après, enfin, pour une région donnée, on me dit quelle région là? Je cherche. Attendez, je cherche. Alors, au niveau des régions, je pense que vraiment dans la diagonale du vide, c'est là où il y a le plus de besoins. Il y a presque personne. Ensuite, vous avez des régions où il y a beaucoup de médiateurs, comme Paris par exemple, où à la cour d'appel, il y en a, je ne sais pas combien de centaines. Comme vous le savez, pour l'inscription cour d'appel, on peut s'inscrire, et c'est un peu une particularité dans plusieurs cours d'appel, ce qui n'est pas possible pour les experts de justice, on doit s'inscrire dans une cour d'appel. Alors évidemment, comme à Paris, je pense qu'il y a beaucoup de médiateurs. Ceci dit, il y a aussi un potentiel énorme. C'est-à-dire en termes de volume, 10 millions d'habitants, évidemment, il y a de quoi faire. Hein. Alors, quelqu'un me dit qu'il est médiateur cour d'appel, et en accord avec mon... Voilà, très bien. Et oui, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui
qui sont salariés en entreprise, qui se mettent à disposition d'ailleurs qui font des médiations, pas forcément dans leur domaine d'activité, hein, puisque vous savez qu'en tant que médiateur, on peut très bien faire des médiations dans des domaines où on n'est pas professionnel, parce que quelquefois c'est recommandé, parce que là, au moins, on ne s'applique pas trop dans la décision, évidemment. Bien, alors, je regarde au niveau des questions. Bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie beaucoup de votre participation et de votre attention. Alors, sachez que je suis à votre disposition, que la compagnie des médiateurs de justice, vous pouvez consulter le site hein, sur cmjfrance.org. Tous les médiateurs, nous vous invitons à nous rejoindre pour mettre en place. Alors, en 2 mots, je peux vous expliquer la logique, c'est que c'est une association nationale qui aura des référents, des représentants auprès de chaque juridiction. On a commencé le déploiement, on va le continuer encore pendant les mois qui viennent. Donc, chaque cour d'appel et chaque juridiction, normalement, aura son référent. Il a fait d'organiser les médiateurs un peu en local, faire le lien, c'est l'idée, c'est notre idée, de vraiment mettre en place et de déployer la médiation. C'est aussi d'intervenir auprès des prescripteurs pour faire connaître. Alors, par le biais, je commence par ces webinars, quelques conférences en ligne aussi, qui seront importantes. Proposer aussi la mise en place au niveau de la compagnie médiateur des partenariats. Voilà, en termes d'information, de formation sur les prescripteurs. Donc là, tous les gens qui sont partie de la compagnie des médiateurs de justice, pour la plupart, sont dans la notion de médiation depuis plus de 10 ans, pour une grande partie, hein, puisque les plus anciens ont une vingtaine d'années de pratique. Alors, vous avez des médiateurs qui ont, en France, hein, qui ont une grande pratique, hein, il en existe, d'autres un peu moins, évidemment, mais là, le professionnalisme va arriver. Il faut savoir quand même que si jamais, entre guillemets, la médiation se déploie rapidement, même avec le parti obligatoire, moi j'ai l'intime conviction qu'on n'aura pas assez de médiateurs. Comme beaucoup de médiateurs ont une activité professionnelle autre, leur temps disponible est relativement faible. Donc si d'un seul coup on se met à avoir plusieurs dizaines de milliers de médiations par mois, ce qui est l'ordre de grandeur quand même, il faut le retenir, eh bien on risque d'avoir une problématique, même en termes d'infrastructure d'ailleurs, hein, même en termes d'infrastructure. Là aussi, il y a un travail à faire avec les pouvoirs publics, c'est d'avoir accès à des locaux afin d'assurer la médiation à des prix relativement satisfaisants, accessibles et satisfaisants. Bien sûr, c'est le rôle des centres de médiation, où les médiateurs se regroupent, évidemment, qui peuvent mettre à disposition, prendre en location ou acquérir des locaux. Il y en a, hein, il y a des structures qui existent, où on a mis quelques moyens quand même. Pour revenir en 2 mots sur un peu l'histoire du déploiement des centres de médiation, parce que je vois que les gens me posent la question, historiquement, je fais un tout petit résumé. Quand la loi de 95 est arrivée, décret de 96 et son déploiement de la médiation, la chancellerie a demandé à tous les barreaux de France, les 178 barreaux, je crois à l'époque, de bien vouloir créer un centre de médiation local en face de chaque juridiction. Donc normalement, il était prévu un centre de médiation par juridiction en France et un par cour d'appel. Dans le cadre des négociations, je vous passe tous les détails, mais l'idée c'est que les barreaux s'occupaient de mettre en place des centres de médiation multiprofessionnels, en y associant en général les gens des professions réglementées, afin d'avoir quand même un pool de médiateurs, au moins à disposition de la justice, pour assurer ces médiations judiciaires. Mais il était prévu aussi qu'à l'époque, ces centres de médiation puissent bien sûr déployer la médiation amiable. Moi, j'ai personnellement contribué à en mettre, je crois, 120 ou 130. On s'aperçoit que beaucoup ont été créés, mais n'ont jamais fonctionné. Volonté politique, volonté humaine. Alors, il est vrai que dans certaines juridictions, les centres fonctionnaient bien, on a changé de magistrat, ils ne voulaient plus trop de la médiation, on a eu des hauts et des bas, ça n'a pas été toujours très, très facile. Il existe encore quand même à peu près une centaine de centres qui existent, qui fonctionnent plus ou moins. Sachant qu'au total en France, il y a un sondage qui avait été fait il y a quelques temps, un peu plus de 400 centres, y compris avec la médiation familiale, ce qui reste relativement peu. Mais il faut reconnaître que depuis 5 ou 6 ans, là, il y a quand même des centres dans le monde des entreprises qui sont vraiment développés, qui ont fait connaître la médiation. Mais il reste beaucoup de choses à mettre en œuvre en termes d'entreprise, par exemple. Hein, il y a un énorme besoin. La souffrance au travail, ça existe, c'est une réalité.
mettre en place des cellules entre guillemets de médiation, je pense que ça a d'avenir et c'est très, très, très utile. La médiation est un outil, comme je vous l'ai dit, qui permet d'apporter une certaine satisfaction en termes de réduction de la souffrance et du stress et de l'inquiétude. Ce qui remet en cause, je le rappelle, je me répète, mais le management n'est pas forcément prêt à entendre et à participer à la médiation. Ça demande aussi un changement de culture, évidemment. Voilà, j'arrive, bien écoutez, j'ai dépassé un tout petit peu le temps, donc je regarde encore les questions. Je remercie ceux qui me remercient, c'est très gentil. Voilà, donc si vous avez, j'essaie de voir s'il y a des gens qui souhaitent, très bien. Donc, si vous avez un témoignage à faire, éventuellement, je regarde. Non, visiblement, non. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie tous. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui sont toujours en ligne. Très bien. Tous ceux que je connais, Ah, j'ai un nouveau message. Qu'est-ce qu'on me dit là? Excusez-moi. Très bien. Parfait. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie tous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par l'intermédiaire des mails que vous avez reçus et puis de vous mettre sur la compagnie des médiateurs de justice. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je contribue à la formation des médiateurs dans le cadre de l'Institut Armédis, donc armédis.com si ça vous intéresse. On assure le suivi, l'accompagnement, les formations, l'accompagnement dans les médiations et la formation continue des médiateurs. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Attendez, je regarde. Ah, une question. La CFJ peut-elle mettre en relation des apprentis médiateurs avec des médiateurs plus... Alors, oui, ça c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place par le biais des centres de médiation locaux. Donc, l'idée aussi, c'est de mettre en place au niveau de la compagnie des médiateurs de justice des gens qui souhaitent accompagner des médiateurs de justice quand c'est possible. Ça, c'est l'idée aussi. Mais souvent, le relais se fait par les centres de médiation. Nous travaillons sur le fait de mettre, enfin je ne dévoile pas de secret, mais de mettre en place des médiateurs un peu tuteurs qui se mettraient à disposition gracieusement de certains médiateurs pour les accompagner. Souvent, il y a un peu une difficulté, c'est quand les médiateurs veulent faire leur première médiation, ils voudraient préalablement être observateurs, puis co-médiateurs, puis après être un peu supervisés. Alors, c'est une chose que je fais avec tous les médiateurs qui le souhaitent. Hein. Je les assiste, moi, sur leur première médiation s'ils le souhaitent. Même en cas de difficulté, je fais ce que je peux dans la mesure de mes compétences. J'essaie de le faire au mieux. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie encore énormément pour votre participation et faites connaître la compagnie des médiateurs de justice, rejoignez-nous. L'idée, c'est de vraiment déployer cette médiation au niveau des prescripteurs et au niveau du territoire dans tous les domaines. Merci beaucoup, à bientôt.